Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retail Squad. Retail Squad est le podcast dédié aux personnalités du retail d'aujourd'hui et de demain. Je suis Laurent Simonin, cofondateur et CEO de Smart Traffic. Pour ce nouvel épisode de Retail Squad, j'ai le plaisir de recevoir Fabrice Monco, spécialiste du retail et des stratégies omnicanales. Fabrice a gentiment accepté de participer à cet enregistrement pour nous parler de son expérience, bien entendu, du retail, mais aussi de sa vision sur comment ce retail évolue, et on va envisager le retail au sens large pour cette discussion. Fabrice, donc bienvenue. Merci. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelques mots sur ton parcours et qui tu es par rapport à cette famille du retail? Avec grand plaisir, merci de m'accueillir. Humblement, je vais essayer de contribuer à alimenter le débat sur le retail d'aujourd'hui par cette expérience. Mon parcours s'est fait vraiment en 3 temps. Un premier temps très opérationnel dans le retail. J'ai commencé chez Darty en étant qu'étudiant, et puis après j'ai participé au développement, à l'ouverture des chaînes de magasins Disney Store, Office Depot aux États-Unis et en France. Donc j'ai vraiment monté de la gondole, fait du merch, managé des futurs managers et développé le commerce. Donc ça a été vraiment un très gros parcours d'enseignement et aussi la proximité avec le consommateur. C'est vraiment très 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 fort. La deuxième partie était plus dans le marketing et dans le digital, cette première brique de digital où j'ai expérimenté au sein, j'appelle ça une start-up familiale de la famille liée, le groupe Kiloutou. Et là, j'étais directeur de région, chef de projet commerce, puis directeur marketing. Et là, on a expérimenté justement en fonction du marché la capacité de prendre des technologies, non pas au service du flux, mais au service de l'intelligence de chaque point de vente pour les commerciaux et pour nos clients. Et la dernière phase, je l'ai fait en tant qu'entrepreneur. Donc l'idée, c'est de marier un peu ces deux mondes, le retail et le digital. Donc ça m'a permis de passer d'un côté en tant que pure player sur le e-commerce et la deuxième partie sur les marketplaces. Donc c'est des sujets qu'on a toujours d'actualité, et un grand enseignement sur le management d'équipes technologiques, sur les technos en elles-mêmes et sur les fondamentaux qu'on peut utiliser dans le cadre du retail. Très bien. Alors on va démarrer sur un premier concept que tu as abordé dans différentes publications, j'ai pu voir ça. C'est cette notion de partir du digitalisé pour aller au retail. Et donc j'ai remarqué que c'était quelque chose sur lequel tu insistais beaucoup dans tes prises de parole. Mais qu'est-ce que c'est concrètement pour toi que de retailiser le digital? Alors concrètement, c'est un changement total de paradigme. Digitaliser le retail, c'est ce qu'on a fait naïvement pendant 15 ans. On a copié Amazon, empilé des outils technologiques et transféré nos budgets aux GAFA. Le résultat est cruel parce qu'on a enrichi ces acteurs, ces big tech, les plateformes technologiques, tout en banalisant nos magasins. C'est qu'on s'est concentré sur ce que faisaient de mieux les acteurs leaders et on a essayé de les suivre ou pas, et donc on les a plutôt copiés qu'essayer d'imaginer un outil technologique au profit de nos magasins. Retailiser le digital, c'est exactement l'inverse. C'est arrêter de voir le digital comme une fin en soi pour en faire un amplificateur de nos forces historiques. Concrètement, ça repose sur 3 piliers. L'indépendance économique. Au lieu de dépenser 60% de notre budget média pour louer nos propres clients à Google ou à Meta, on a investi dans l'activation locale. Les chiffres sont têtus. L'activation locale génère un ROI 8 fois supérieur aux campagnes nationales standardisées. Le deuxième point, c'est l'intelligence du terrain. La donnée ne doit plus descendre d'un algorithme froid, elle doit remonter du magasin. C'est utiliser la tech pour que le vendeur connaisse mieux son client et non pour le remplacer. Et le troisième point, c'est la proximité augmentée. C'est le site web ne doit plus être un concurrent du magasin physique, mais son meilleur apporteur d'affaires. En résumé, digitaliser le retail, c'est se soumettre au code de la tech. Réutiliser le digital, c'est remettre la technologie au service de la souveraineté. Est-ce que tu as quelques exemples en France ou ailleurs de cette notion de retailisation? J'ai une référence absolue qui est Walmart. Elle n'est pas française, mais certains Français, Decathlon, Sephora, je mettrais Lidl. Mais Walmart, ça reste l'exemple ultime. Walmart, ils étaient ancrés dans les pas d'Amazon. Et Amazon gagnait des parts de marché. Et en fait, la logique de réaction n'a pas été de dire on va faire du Amazon, a été de dire en fait, on dispose d'un réseau physique. Et comment on peut aider chaque réseau physique à devenir autonome? Et c'est là où ils ont intégré une plateforme digitale. Donc, on a pris de la technologie pour permettre à chaque magasin d'être autonome sur la diffusion en tant que média d'offres, en tant que gestion de l'offre et surtout aussi aider les vendeurs à avoir de l'info sur leurs clients grâce au programme de fidélité. Et ça, on va le retrouver après chez Sephora qui a fait un travail formidable sur la carte de fidélité où on a un vendeur augmenté, c'est-à-dire il connaît suffisamment bien son client
pour lui donner des choses qui vont dans le sens du client. L'expérience typique chez Sephora, c'était que vous arrivez, vous étiez membre du programme, on savait exactement les échantillons qu'on vous avait donnés la dernière fois et on vous demandait ce que vous en aviez pensé. Donc c'est un icebreaker et puis on a vraiment utilisé un outil digital qui sert à la profitabilité du magasin parce que c'est plus 80% d'augmentation des ventes sur ces programmes de fidélité grâce à l'action de reconnaissance du vendeur et de son client. Et le paradoxe de tout ça, c'est que souvent le client c'est plus d'infos que le vendeur. Et là justement on rééquilibre par le digital cette notion-là. Ok, alors là le concept est effectivement bien plus clair. J'ai malgré tout un peu l'impression que ça reste quelque chose qui a peut-être un peu de mal à apprendre dans cet univers du retail. Donc ça m'amène une question autour des principaux freins que tu peux observer à cette retailisation du retail. En fait, c'est avant tout un problème d'ADN, je pense, dans les réseaux, parce que je l'ai vécu de l'intérieur. Toute technologie, c'est l'appendice de certains qui sont technophiles. Et les métiers historiques du retail sont des métiers bâtis sur des acteurs très experts dans les achats, dans la finance, dans le foncier. Donc c'est tout le basique, et le commerce bien entendu, mais c'est tout le basique qui fait qu'un magasin a des bons produits, il est situé au bon endroit, il y a une zone de chalandise qu'on connaît. Et ça, c'est l'ADN. Mais quand le digital est arrivé, c'est venu, je pense, plus comme une verrue, parce que les gens, s'ils ne sont pas intéressés, ils n'ont pas cru comme Walmart l'a fait. C'est-à-dire qu'ils ont plutôt que se dire, on va faire du Walmart, on aurait pu implanter déjà beaucoup d'éléments de Walmart. On a copié, donc on a dit au départ, on va faire un site web, puis après on va faire du click and collect, et après on va faire une marketplace, etc., etc. Et à aucun moment, c'était en lien avec les magasins, réellement. C'est vraiment des plateformes. Et tout ça, ça suit aussi une certaine logique. Quand on copie Amazon, on copie quoi? On copie la capacité à avoir le catalogue le plus large sur Internet de telle façon que quand on a des mots-clés super puissants, on arrive à remonter mieux que le concurrent. Le premier thème, c'est cet aspect de manque de courage managérial par rapport à cette vision que la tech est une boîte à outils dans laquelle on peut se servir et l'appliquer pour la finance, l'appliquer pour chacune des étapes qui construit la valeur du point de vente. Le deuxième élément, ce serait surtout le fonctionnement en silo de ces COMEX. Pareil, ayant vécu au cœur du système et même en tant que prestataire pour essayer d'approcher les COMEX. D'ailleurs, la dernière expérience est très intéressante. Quand on présente un projet, on intéresse le COMEX, puis derrière, comme c'est une notion digitale, on a l'impression que les gens du COMEX, ça les concerne pas, ils vous renvoient vers le gars du digital. Et en fait, la première aberration, elle est là, c'est qu'ils devraient être concernés par l'apport d'une valeur ajoutée pour le business global. Donc ça, c'est l'élément. Et le travail en silo, chacun va défendre ses propres KPIs et in fine, il n'y a pas une évolution hybride dans le service au point de vente. C'est vraiment chacun va défendre son précaré. Et puis il y a aussi un biais cognitif qui est le siège qui a l'intelligence et puis le point de vente qui a l'exécution. Et ça, c'est très encore ancré. Et moi, en ayant travaillé sur des projets tech avec des directeurs de magasins, on voit l'influence, la connaissance de leur zone de chalandise, la connaissance des outils qui pourraient se servir eux-mêmes en toute autonomie. Donc il y a ce fait de dire, en fait, je connais très bien mon territoire, je connais très bien mes clients. J'ai un exemple sur un projet où le manager voulait prendre une part sur l'animation locale. Il disait, mon siège m'envoie toujours sur mon secteur que je connais déjà, où je suis déjà captif. Par contre, il y a des secteurs à plus forte valeur ajoutée où j'y suis complètement inexistant. Donc c'est ce genre de débat que le directeur de magasin voit à son échelle. Donc la plus petite, et qu'au siège, ça disparaît. Mais c'est vrai que j'observe depuis quelques années cette espèce de dichotomie au sein des retailers, même si certains ont réussi à franchir le cap, mais comme tu l'évoquais, ils sont encore trop peu nombreux. Je pense notamment avec l'émergence de solutions autour des stocks unifiés, parce que finalement, cette réflexion d'unification des stocks, par exemple, est beaucoup un sujet de qui déclenche la vente et sur quel stock va être prélevé le produit. Et c'est là où, effectivement, entre le digital et le magasin, on n'a pas cette réflexion d'unification des stocks, par exemple. Eh bien, souvent, le digital va considérer que le déclencheur, c'est lui, parce qu'il a dépensé un certain volume de dépenses marketing pour créer du trafic. Et pour autant, si le client va chercher le produit à point de vente, c'est le point de vente qui va vouloir s'attribuer la vente. Donc, ce que je comprends là de ta remarque, c'est qu'aujourd'hui, le silotage reste encore le principal problème. Oui, parce qu'on est un des problèmes. Je pense que la première rupture, c'est qu'elle vient du point de départ où le digital a été à côté des acteurs historiques qui faisaient les fondamentaux du retail. Si un directeur financier, vous lui dites l'impact que peut avoir des briques digitales dans son business, maintenant on est 15 ans plus tard, ça commence, et en plus l'IA fait un peu bouger toutes les lignes. Mais on voit qu'il n'y a plus ce problème d'attribution, parce qu'on travaille sur une polarité globale et pas sur un silo. Et c'est flagrant. On se laisse dépasser, on se laisse suivre, on suit des processus et quand on voit que
que Amazon, Meta, on dépense, sur les 5 dernières années, c'est plus 70% d'augmentation des coûts en ads. Donc, au bout d'un moment, c'est un puits sans fin. Et c'est sûr qu'on peut, quand on dépense autant, en tant que dans la gestion des stocks, on préfère s'attribuer la vente pour qualifier une forme de ROI, alors que localement, l'impact, il est directement ressenti par le local. Donc, sur ce point, on est d'accord pour dire que c'est une transformation nécessaire du retail, mais que elle va être longue. Alors, je sais pas si elle sera longue. Je sais que ce qui me fait de la peine, et c'est pour ça que je communique un peu plus aujourd'hui sur une autre approche à travers la réutilisation du digital, on voit beaucoup de magasins fermés. Oui. Et il faut arrêter de faire l'autruche. C'est qu'à un moment, c'est pas une fatalité. Je pense que on dispose de beaucoup de compétences, que ce soit dans la tech. Donc, c'est pas d'opposer les parcours, c'est surtout de dire mais travailler ensemble. Donc les magasins qui ferment, ça fait de la peine parce que derrière, c'est un système économique, social et de valeur qui disparaît. Et donc, je pense que les personnes hyper compétentes sont toujours en place, mais comme il n'y a pas eu ce liant de point de départ, comme l'a fait Walmart, comme le fait Sephora, comme le fait Decathlon aussi. À la fin, on subit, et quand on dépense plus à acheter ses propres clients sur Internet et voire même les envoyer chez ses concurrents, ça pose un problème de valeur. Ouais. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde une deuxième notion que tu reprends assez régulièrement. C'est cette notion magasin comme un hub local ou l'omnicanalité de proximité. Donc, tu expliques souvent que le magasin peut devenir un hub digital local. Et pour toi, en quoi ce modèle serait différent de l'omnicanalité traditionnelle? Je t'interromps, je rappelle, cette omnicanalité traditionnelle pourrait être définie comme un enchaînement de points de contact sans réelle réflexion autour. C'est une bonne question, c'est exactement ça. La différence, elle est radicale. L'omnicanal est une réponse logistique, comme tu le dis si bien. Le hub est une réponse plutôt économique. L'omnicanal traditionnel, c'est ce qu'on a construit ces 10 dernières années. C'est une réussite technique, le parcours est fluide, mais c'est souvent une impasse financière, avec des marges e-commerce qui sont sous les 5% quand même, et des coûts d'acquisition clients qui ont explosé de plus 70%. L'omnicanal coûte plus cher qu'il ne rapporte. Le hub digital local dont je parle, c'est arrêter de voir le magasin comme un simple point de retrait ou pour en faire un écosystème autonome. Concrètement, ça change 3 choses. Ça devient un cluster de data. Le magasin capte des signaux invisibles pour le siège, météo local, l'événement, les micro-comportements, le pricing. C'est une mine d'or inexploitable par Amazon aujourd'hui. C'est aussi une plateforme d'activation. Le directeur, il n'attend plus la campagne nationale. Il a le budget, il a les outils pour activer sa zone de chalandise en temps réel. Et puis c'est un média, le magasin ne subit plus l'audience, il a une enseigne, il a un captif naturel et il a une relation directe avec le client, donc c'est un vrai média. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Sur des magasins pilotes passés en mode hub, on a constaté plus de 22% de trafic physique et 14% de récurrence. Parce que le processus du hub retail, c'est quelque chose que j'ai travaillé à l'époque de Station F, où on a fait des pilotes avec des grands groupes de la distribution pour mesurer si on transformait un magasin comme ce qu'on ferait un site web, mais au niveau local. Si on va prendre les clés, l'animation commerciale, l'aide aux vendeurs, le budget média alloué localement. Et là, les résultats sont énormes. Et non seulement on a une satisfaction interne du directeur et de ses équipes, parce qu'ils ont l'impression d'avoir un autre rôle que juste ranger des colis, dire bonjour, au revoir. Et puis on a un impact économique énorme parce qu'on augmente le trafic vraiment au point de vente. En fait, l'omnicanal, ça connecte des canaux, ce qui coûte, et le hub connecte un territoire, ce qui rapporte. Super intéressant. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une discussion que j'ai eue il n'y a pas si longtemps avec un excellent Frédéric Fégère de Bismedia qui m'expliquait qu'il commençait à envisager le point de vente comme un média expérientiel. Et en fait, ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui avec les technologies de digitalisation au sens strict du terme, on peut transformer un magasin en tout un tas de choses et notamment en faire un vrai média, qui plus est avec une expérience derrière, puisque au-delà d'une visibilité peut être demain digitalisée, eh ben on peut aussi rentrer ensuite dans le magasin et vivre une nouvelle expérience. 100%. Et un magasin, ça fait partie souvent d'une chaîne de magasins. Donc la démultiplication de cet espace data, média et de conseils augmenté par le vendeur nourrit justement ce que j'appelle le bottom-up, la capacité de remonter une information qui sera plus facilement analysable au siège qu'aujourd'hui descendre une information, tu fais cette campagne et tu mets ta PLV en place. C'est une approche complètement différente. Les consommateurs sont demandeurs de ça et c'est un concept que je dis souvent, c'est la marque devient un média. Et justement, pour toi, quels sont les prérequis pour qu'un magasin devienne performant au sens de cette notion de hub? Les prérequis, j'en ai 3 aussi, c'est l'autonomie pilotée. C'est-à-dire que c'est la base. Un directeur de magasin, il doit passer de gardien du temple à un patron de PME. Il doit pouvoir avoir accès à sa propre data et avoir son propre budget d'activation.
Sans argent et sans data, il n'a aucune agilité. Donc il est à l'aveugle et toute société à l'aveugle n'avance pas. Il y a le vendeur augmenté. Il faut cesser d'envoyer des vendeurs nus face à des clients surinformés. Il faut les équiper, mobile, CRM, stock étendu. Le ROI est immédiat. Selon Oracle Retail, j'avais regardé une étude, un vendeur équipé génère plus 12 à plus 14% de conversion et c'est mathématique. C'est intéressant. Et la boucle d'apprentissage, c'est ce qui manque le plus souvent. C'est si le magasin de Bordeaux a une mécanique qui cartonne, celui de Lille, il doit le savoir le lendemain. Les réseaux qui partagent ces best practices accélèrent de 2 à 3 fois plus vite que ceux qui restent en silo. Et ça coûte souvent moins cher de mettre en place une stack locale, IA, CRM activation, que d'acheter des tas de mots-clés sur une année en SIA sur Google Ads et d'autres, quoi. Tu vas pas te faire des amis. Non, mais en fait, il faut imaginer ces acteurs comme des solutions et pas la solution. Tu as des exemples concrets de réseaux qui ont réussi dans cette logique de hub digital? Alors, j'ai toujours un peu les mêmes, parce que de rien, ceux qui sont leaders, ils attendent pas, ils avancent. Ah, c'est des pionniers. Voilà, ils avancent et Walmart, je reviens souvent sur eux, mais sur l'IA, c'est quelque chose qui a été entamé il y a 5 ans et ils voient les profits aujourd'hui et l'importance, mais en attendant, il y a toute la cour d'expérience et d'expertise qu'il faut donner au terrain parce que c'est aussi un enjeu de se dire, je vais mettre de l'énergie sur le terrain. C'est plus simple d'avoir de l'énergie à 5 personnes que de mettre de l'énergie sur 1000 ou 3000 personnes. Pour moi, Walmart, c'est toujours la référence absolue. Ils ont réussi à couper la puissance logistique d'un géant avec l'agilité du local. Chaque magasin pilote sa performance territoriale. Ils ne subissent plus la concurrence d'Amazon, ils l'ont contourné par le terrain. Après, il y a quelqu'un qui a fait un truc fantastique aux Pays-Bas qui s'appelle Albert Inge. En basculant une stratégie locale, media first, priorité à l'activation digitale locale. Ils ont mesuré des hausses de trafic de 22% sur leurs pilotes. C'est la preuve que le digital local remplit les magasins. Là, leur technique, c'est en donnant suffisamment un outil assez simple à leur point de vente, la capacité de mettre tout de suite en avant les offres pour le client. Et comme ils ont une grosse capacité de fédération à travers, et c'est un beau sujet aussi, la carte de fidélité, qui est plus je passe en caisse, je monte ma carte et puis je sais pas ce qui se passe. Ben là, c'est la communication. On est dans un média. Tout à fait. Donc ça change complètement la donne. Après, il y a toujours Sephora et Fnac Darty que j'apprécie. Par exemple, ils développent aussi du hub local en offre de service. Donc ils sortent du marchand pour amener une valeur à travers la communauté, le service, la réparation et demain l'économie circulaire. Tout ça, ça peut pas être travaillé dans une plateforme web nationale. Dernière chose par rapport à tout ça. Pour toi, pourquoi la proximité et l'ancrage local peuvent-ils devenir un avantage stratégique face aux grandes plateformes? En fait, ça va dépendre de la capacité du local à apprendre vite. Amazon apprend H24. Donc il a de la donnée, mais c'est de la donnée froide, alors que si on arrive à avoir de la donnée chaude du terrain, il faut la mutualiser. C'est le concept du hub retail, il peut pas être limité, en tous les cas, dans mon point de vue, pour lutter contre ces grosses plateformes à uniquement une enseigne. Il faut une certaine harmonisation au niveau de l'Europe, même entre chaînes. Alors on voit certains récemment des accords qui se font dans le retail média, on voit des accords qui se font sur les outils logistiques ou achats de grandes enseignes. Donc on voit que c'est une nécessité. De toute façon, c'est une nécessité. Ce qu'il faut, c'est avoir la capacité de capter, de qualifier et de vite répliquer. Il faut avoir au sein du retail la même vitesse qu'Amazon apprend. L'inconvénient, c'est que pendant 15 ans, on a nourri de nos data, la pieuvre, les pieuvres. C'est pas me faire des amis, c'est juste des constats. Donc les constats, c'est que quand vous rachetez votre propre data, il y a peut-être un petit problème de souveraineté, il y a peut-être un petit problème qui détruit de la valeur intrinsèque. Donc la force du local, c'est en mutualisant cette énergie à travers mutualiser la data, Alors chacun a des silos bien précis au niveau des enseignes, parce qu'on respecte de l'ADN des enseignes, mais il y a nécessité de mettre ensemble une forme de data. Il y a un impact que j'aime toujours, c'est l'impact de la météo. La météo, c'est quelque chose de local. Qui fait que vous allez acheter de la bière ou des glaces? Qu'est-ce qui fait que vous allez aller dans un centre commercial ou dans un magasin de proximité? Tous ces éléments, c'est un élément de data qui peut servir à l'ensemble de la communauté, mais ramener au territoire. Et par le digital et entre autres par l'IA, on arrive aujourd'hui à prédire, c'est bien les ventes, mais ça sert à rien de juste prédire les ventes. C'est comment j'active les ventes, comment mon réseau il est prêt, il est dimensionné pour avoir cette autonomie locale, pour capter cette information. Il va pleuvoir dans 2 jours. Qu'est-ce que je fais? 2, il y a l'expérience du directeur de magasin qui sait faire son merch s'il sait qu'il va pleuvoir. Et derrière, les vendeurs sont en mode augmenté, c'est-à-dire qu'ils ont cette capacité à parler d'offres pour faire venir un client. Donc tout ça, c'est pas impossible. C'est vraiment cette brique. Les technos existent. Il faut vraiment voir la technologie comme une boîte à outils. Pendant très longtemps, j'ai cru comme le Graal absolu pour avoir été pure player. Mon équipe tech qui était très haut de gamme, les épithèques, tout ça, je dis, ouais, on parle pas le même langage, c'est des cadavres, mais en fait, quand on parle de l'efficacité du besoin et comment on le traduit, ils ont les meilleures réponses. Ouais, et puis on peut même ajouter aussi que, d'un point de vue plus traditionnel, l'ancrage local,
c'est aussi l'ancrage d'une marque qui est plus forte que d'être simplement un pure player web. Et on le voit quand les magasins ferment, on voit la détresse des consommateurs. C'est donc la marque a une image, la marque est un média. Il y a des erreurs qui à mon sens, si on parle, je reviendrai toujours sur ces pas, cette voie qui s'est séparée à un moment, ça fait que les investissements de plus de 60% sont allés sur le digital et qu'on voit qu'à la fin, si on prend sur les 10 dernières années, la part du e-commerce par rapport à l'achat en point de vente, il n'a pas énormément évolué. On parle entre 86% en point de vente ou 85%, ça veut bien dire que ça se passe encore sur le terrain. Le chiffre d'affaires qui est fait aujourd'hui par physique, il n'a pas beaucoup bougé depuis une dizaine d'années. Et justement par ce concept de hub, de retailiser, ces concepts que j'essaie de défendre, en tous les cas d'échanger sur ces sujets-là, sont autant d'atouts pour des clusters de magasins qui ont une force décuplée en étant ensemble plutôt qu'avoir une tête de pont qui se bat au national. Maintenant, essayons d'aller vers un troisième concept. Alors celui-ci est, j'ai envie de dire, est assez vertueux, on l'entend pas mal, beaucoup d'entreprises se l'approprient, mais dans les faits, est-ce que c'est une réalité? C'est celui de l'intelligence collective. Et là, en l'espèce, puisqu'on parle de retail, cette intelligence collective au profit de la performance du réseau. Donc tu affirmes, encore une fois, dans tes prises de parole, que la vraie différence d'un réseau ne vient pas simplement de la technologie, mais surtout de l'intelligence collective qui est déployée. Comment tu définirais cette notion d'intelligence collective dans le cadre justement du retail? L'intelligence collective, c'est presque deux mots qui vont pas ensemble. C'est savoir mettre son intelligence humblement au service des autres. Donc le collectif, c'est justement celui qui va amener cette notion de dire en fait on est juste, on est bien. Donc c'est souvent un levier qui est vraiment sous-estimé au sein des enseignes. C'est historique. Je sais pas si c'est français. Je sais que quand je vivais aux États-Unis, l'idée du gars qui sortait les cartons du camion, elle remontait tout de suite. Il y avait tout un cycle d'optimisation, de compréhension, d'analyse et de répliquer juste soit un outil qu'il avait besoin. Et tout ça était vraiment pris en compte. Et en France, ça a plutôt toujours été le top to bottom, malheureusement. C'est de l'hierarchisation. Là, c'est la pyramide. Donc, l'intelligence collective, c'est l'inversement de la pyramide et puis c'est le casser ses silos. Le fait que l'alphabet du retail soit partagé par tout le monde le même. Il n'y a pas un alphabet financier, un alphabet pour l'e-commerce. Parce qu'à la fin, non, personne n'a les mêmes objectifs parce qu'on ne peut pas avoir les mêmes objectifs si on ne clarifie pas une forme d'intelligence hybride de ces compétences. Je disais tout à l'heure, c'est un biais cognitif classique. On a confondu l'outil et l'intelligence. Pendant 15 ans, on a cru que la technologie allait remplacer l'intuition humaine. On investit des milliards dans des ERP, des algorithmes centraux. Bon, c'est sexy, mais c'est sexy d'acheter de l'IA, mais ça fait bien dans un rapport annuel. C'est qu'on a souvent aussi vu la tech comme c'est parce que je le fais, ça a de la valeur et ça paiera plus tard. C'est le discours. Mais l'intelligence collective est sous-estimée parce qu'elle est invisible. Pourtant, la véritable connaissance du marché se trouve sur le terrain et pas dans un serveur. Alors, je mesure mes propos. Les choses évoluent, c'est pas partout pareil. Mais on voit souvent, c'est le vendeur qui sait quel argument fait mouche à un moment bien précis sur un client. On est dans des relations one-to-one. Donc, décupler ça dans un ordinateur là-haut, j'ai un peu de doute. C'est le directeur qui sait ce que je disais tout à l'heure, le merchandising qui fonctionne quand il pleut. Le drame actuel, c'est que c'est une mine d'or restée enfermée dans la tête des équipes locales. Chaque magasin réinvente la rue dans son coin, ce qui est bien et dangereux à la fois. Je peux pas citer d'enseigne, mais j'ai vu qu'un gros site est né d'un essai dans une grosse enseigne, d'un essai local d'un directeur de magasin qui était fan de technologie, et puis son site était tellement meilleur que le national que c'est celui qui a été pris en référence après dans le national. Voilà. Donc on voit l'impact, et c'est une très grosse enseigne dans le bricolage. On voit très bien le fait que localement, il y a cette intelligence. Si elle était collective, elle serait multipliée par le nombre de points de vente qu'ils avaient et le résultat serait optimisé. J'ai plein d'exemples dans le retail où le digital ne répond pas à 100%. On prend des sujets aux chausse-pieds en pensant que ça va solutionner tout, mais c'est pas ça. C'est qu'il faut vraiment mettre toute l'équipe en collectif pour que tout soit résolu. L'intelligence collective est sous-estimée car elle n'a pas beaucoup d'impact technologique en fait. Et cette discipline, c'est une discipline managériale et c'est beaucoup plus dur à mettre en place. Quand tu parles d'impact, tu veux dire qu'elle est difficile à mesurer. Les effets sont difficiles à mesurer par des KPI un peu concrets. Voilà. Les KPI qu'on pourrait mesurer, c'est la capacité à reproduire très vite quelque chose qui marche. C'est ce taux d'absorption d'une idée et de pouvoir la mettre en pratique. Si en fait, on prend le fonctionnement traditionnel que j'ai vécu aussi, où on a une idée, on la met
un beau PowerPoint et puis on attend la prochaine réunion de direction de région pour dire tiens j'ai testé ça, mais comme il y a tellement d'autres sujets qui viennent écraser le tout, à la fin la bonne idée elle est noyée dans les non-priorités et elle s'exécute jamais, elle reste locale. Alors que si la bonne idée il y avait ces outils justement de partage, et là on revient à un outil technologique, on arriverait très rapidement à communiquer à d'autres points de vente. Teste ça, ça a marché chez moi. Et ça, c'est des flux qui sont plutôt horizontaux que verticaux. Moi, je suis complètement d'accord avec cette idée d'intelligence collective. Maintenant, il faut aussi être réaliste. Au-delà d'être difficile à mettre en œuvre, elle peut parfois nécessiter un certain nombre de moyens. En fait, là où je voudrais en venir, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a aussi un gros facteur culturel? Je prends souvent l'exemple des pays anglophones, en l'occurrence les États-Unis, qui ont peut-être cette façon un peu de simplifier les équations de manière à pouvoir embarquer plus facilement le plus grand nombre. Comme ça, pour toi, qu'est-ce qui fait qu'en France, ça a du mal à prendre? Tu le dis très justement, c'est culturel. On a toujours l'impression de savoir mieux faire que l'autre. Culturellement, je prends un exemple, quand on monte Office de dépôt en France, c'est une joint venture avec un grand groupe de distribution français. Et puis, bien sûr, quand on commence à ouvrir les premiers magasins, s'il y a commencé à avoir du bisbille entre la maison mère Decider et l'acteur français. Et puis, je me rappelle avoir parlé au CEO et il me dit, mais comme j'ai vécu aux États-Unis, donc il avait une approche plus familière avec moi qu'avec certains. Et il me disait, mais vous n'avez pas marre de réinventer la roue? Ouais, voilà. Et tout est résumé dans cette phrase-là. Et je prends souvent l'exemple qu'il faut prendre la roue par du bon sens et amener notre petite patte French touch qu'on voit dans le sport, parce que je suis un ancien sportif. Ce French touch, c'est ce qui fait la différence, ce qui fait que le gâteau il est plus beau à la fin. Alors c'est des images, hein, mais la réalité elle est là, c'est que si on met beaucoup de bon sens dans ce qu'on fait et on a cette culture du partage, de l'intelligence collective, on va pas dans le mur. Et là, si des magasins ferment, c'est que c'était peut-être pas cette intelligence collective. Le marketing décide souvent en silo, le digital va discuter en silo, le commerce, le patron du commerce et des opérations, il est sur la captation de son réseau, c'est la RH et tous ces aspects-là. Donc, si tout le monde se dit pas, voilà comment on peut travailler ensemble, sans défense de chasse gardée, parce que c'est un peu le sujet. Voilà. Après, culturellement, je trouve qu'on oublie souvent qu'on était tous dans les petites classes, on était tous ensemble. Mais peut-être aussi qu'on a cette tendance à intellectualiser un peu les choses, on commence à élaborer des concepts. Alors que là, on parle d'intelligence, pas d'intellect. Bon, il faut faire la différence entre l'intelligence et l'intellectualité. Moi, j'observe effectivement, notamment parce que je dirige une société qui développe des solutions technologiques, qu'on peut avoir une petite tendance, je dis pas qu'elle est permanente et généralisée, mais à vouloir intellectualiser un peu les choses, les concepts, ce qui dans un monde en plus, les choses vont très vite, peut nous mettre en défaut et nous faire perdre un avantage qu'on a pu acquérir au départ. Oui, s'ouvrir, si on regarde un peu la naissance des pure players, ou d'acteurs comme Uber aussi, etc., c'est plus un défaut des autres. Exactement. Mais d'ailleurs, c'est un défaut des taxis français qui a donné cette idée d'Uber. Exactement, ouais, j'ai vu un article passer récemment, ils étaient coincés dans Paris. Exactement. Mais en fait, c'est souvent la nature a horreur du vide. Et ceux qui sont les plus, entre guillemets, pas les plus malins, mais les plus acerbes sur comment je peux faire, en fait, on va tout de suite prendre les technos d'aujourd'hui. Et comme on le disait souvent, si on crée notre boîte aujourd'hui, on penserait peut-être pas de la même manière qu'on l'a fait il y a 15 ans. Mais ce qu'il faut garder, c'est le même ADN, parce que l'ADN, c'est ce qui fait qu'un fondateur, un visionnaire a dit « je l'ai fait pour ça ». Et donc, il y avait des consommateurs et des vendeurs. Après, l'outil digital, c'est juste une boîte à outils. Comme tu dis, il faut pas intellectualiser la chose. C'est intelligence et outils, c'est pas la même chose. Et souvent, les pure players, quand j'ai monté mon site de vente privée, j'ai juste copié un acteur qui le faisait très bien et ça répondait à un problème de grand groupe qui savait pas le faire. J'ai rien inventé, il n'y a pas une intelligence, c'est une opportunité. Ah, tout à fait, c'est bien défini. Alors, je voudrais terminer sur une dernière notion qui est la souveraineté des enseignes face aux plateformes digitales. Tu parles de la nécessité pour les enseignes de préserver leur souveraineté dans un monde dominé par des plateformes digitales. Pourquoi, selon toi, c'est un sujet critique? Ce qu'il faut, c'est un peu regarder la réalité en face. On a construit notre propre dépendance. Aujourd'hui, 40 à 60% des budgets digitaux des enseignes sont absorbés par Google, Meta ou Amazon. Et on voit cette dépendance parce qu'il suffit qu'ils décident d'augmenter la commission chez Amazon, augmenter l'ADS de l'autre côté. On est hyper dépendant. Et en plus, on doit racheter notre propre data. C'est qu'on arrive quand même dans un système vertueux, mais à l'opposé, à la destruction de valeur. En fait, c'est que la machine, elle s'emballe. Les coûts d'acquisition clients ont explosé de plus de 70% en 5 ans. Ça veut dire que nous payons plus cher pour louer l'accès à nos propres clients. C'est un système où la valeur créée par nos magasins sert essentiellement à financer les algorithmes des big tech. Et d'ailleurs, je vous ouvre une petite parenthèse, mais quand on regarde ce qui se passe dans le domaine de l'IA,
avec ChatGPT. Là, on voit Google et Gemini qui a sorti sa dernière version qui est extraordinaire. Bon, on voit que même entre eux, ils se font la guerre. Mais ce que a fait l'intelligence de Gemini, c'est de bloquer des accès maintenant à ChatGPT pour éviter d'enrichir son propre concurrent. Donc déjà, cette servitude, on le voit même côté américain, ils en sont conscients. C'est-à-dire que ça sert à un moment, mais à un moment, ça dessert. Donc c'est ce point de bascule qu'il faut avoir en tête. C'est d'ailleurs assez fou parce que Google s'est toujours battu contre les éditeurs de contenu dans lesquels Google allait taper pour justement alimenter ce moteur de recherche. Et là aujourd'hui, alors que ça leur arrive, ils se remettent dans une posture différente. Moi je trouve ça bien pensé, c'est de la stratégie, il faut savoir prendre et reprendre, mais en tous les cas il faut être là au bon moment, parce qu'après on rate. La perte de souveraineté, c'est devenir locataire de son commerce. Donc, en fait, on détruit de sa valeur. Celui qui possède la donnée, c'est aujourd'hui les plateformes. Celui qui décide des règles du jeu, visibilité, prix du clic, c'est aussi les plateformes. Et la souveraineté, c'est pas une idéologie. Beaucoup d'articles aujourd'hui qui se passent et des choses beaucoup plus graves. Si on pense les ordinateurs quantiques qui sont capables de décrypter des chaînes d'algorithmes très complexes beaucoup plus rapidement. Donc, il y a vraiment des enjeux qui dépassent Monsieur Tout-le-Monde dans son commerce au quotidien. Mais c'est les enjeux aujourd'hui de souveraineté sont encore les alertes de Trump hier, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer dans ce monde qui est en train de migrer très rapidement. Je dis souvent qu'il faut maintenant essayer de faire la réversibilité stratégique. Et pour cela, il faut essayer d'imaginer, si j'étais retailer, alors créer peut-être un poste en charge du garant de cette souveraineté, de regarder quel est notre taux de dépendance aux plateformes et mesurer ce taux et se donner un objectif. Ça, c'est la première chose, c'est d'avoir cette différence entre le paid and le owned. C'est ce que j'achète et ce que je possède. Et voir le curseur, et ça donne déjà un premier état des lieux. Et après, il y a un côté tactique, c'est se dire, je vais allouer 15% de mon budget national que j'ai alloué aujourd'hui à ces plateformes pour de l'activation locale. Et on voit que ça double le trafic et on gagne en points de marge, 4 à 6 points, parce que l'actif est déjà présent. Donc ça, c'est vraiment des choses basiques. Et après, on arrive à une autre structure qui souvent, et on le voit avec Shein, ce qui s'est passé et tout ça, c'est des alliances. Il faut un moment, on sera toujours en retard. On suit un train à grande vitesse ou en hyper vitesse. Donc à un moment, c'est comment je change la donne aujourd'hui pour sortir de tout ça. Alors, il y a des clés, il y a l'alliance, il y a le politique, c'est comment l'Europe peut jouer son rôle, comment les acteurs se mettent autour de la même table pour devenir indépendants. La souveraineté, c'est vraiment une question de survie, quoi. Un peu dans le même schéma que ce qu'on a pu aborder précédemment, est-ce que tu vois des modèles qui émergent autour de cette idée de souveraineté par rapport aux plateformes? Tu aurais des exemples d'acteurs qui sont particulièrement actifs? Oui et non à la fois. Je pense qu'il y a un vrai plan de bataille à mettre en œuvre. Ce que je note, c'est qu'il y a un signal qui vient de ceux qu'on n'attendait pas, ce sont les pure players eux-mêmes. Quand on voit Shein, Back Market, Pixmania ouvrir des pop-up stores ou revenir au physique, c'est l'aveu que le tout digital a atteint ses limites en termes de fidélité et de coût d'acquisition. Le magasin, il revient à un avantage stratégique. Le modèle souverain, Walmart encore, ils ont prouvé qu'on peut construire son propre écosystème data et IA sans dépendre d'Amazon. C'est la voie de l'indépendance technologique. Donc il y a déjà des exemples. C'est d'abord on va revenir au choix culturel. Qu'est-ce qu'on décide de faire? Est-ce que c'est bien de suivre les vagues? Je pense qu'on en a vu passer quelques-unes, le métaverse et d'autres, et qu'on oublie très rapidement. On a une côté d'amnésie assez folle de l'argent qui a été investi dans des solutions. On reparlera du discours d'intelligence. Est-ce que c'est de l'opportunisme, c'est de l'intelligence, c'est de la vision? Moi j'aime bien Elon Musk, pas l'homme, mais ce qu'il invente, ou d'autres grands visionnaires. C'est quand on rentre sur un marché alors même s'il est ultra subventionné, le marché de l'aérospatial, quand on rentre sur le marché de la voiture, alors qu'il y a des acteurs monstrueux historiques, il part de la feuille blanche, il dit il faut que je travaille différemment, quoi. Et puis il y a le modèle serviciel chez Fnac Darty, ils ne vendent plus juste des produits comparables, ils vendent de la réparation, ils essayent de sortir du système de l'abonnement de la communauté. Donc ça c'est très des choses où on s'approprie le sujet. Copier, on peut tout copier, mais on fait avec l'ADN de la marque, c'est ça qui est hyper intéressant. Moi, je suis un peu moins familier avec tous ces concepts-là, mais j'avoue qu'aujourd'hui, quand je rentre dans un magasin Fnac, j'ai presque un peu l'impression de me connecter à Amazon. Parce que oui, on a maintenant tout un tas de produits qui n'ont pas forcément à voir avec la culture. Moi, je suis une génération où la Fnac était la référence en termes de connaissance culture, livre, musique. Et aujourd'hui, bah oui, on peut acheter un aspirateur, presque même acheter une voiture, les fameuses petites voitures électriques qui ont été abandonnées, commercialisées à la fin pour le cas, etc. Donc, je vois que Darty, maintenant, vend des matelas. Est-ce que tu penses que ça, c'est plutôt une réaction un peu désordonnée, ou est-ce que c'est vraiment aussi une façon de conserver cette souveraineté? Que c'est une réponse, justement, à une forme de perte de souveraineté? Là, je vais être très personnel. Oui. Je pense qu'il y a une perte d'ADN. Pourquoi les gens allaient voir cette marque? Ce qui fait qu'aujourd'hui, la fidélité, elle n'existe plus, ou elle va exister plus à la marque, mais à l'humain qu'on a en face de nous. C'est le directeur, le vendeur, c'est cette fidélité-là.
Mais maintenant, qu'est-ce qui serait la différence d'acheter le matelas chez Darty ou de l'acheter en ligne ou chez Amazon, chez un revendeur spécialisé dans le matelas? Ce qu'il faut, c'est qu'il y a un ADN l'image de marque est pour moi essentielle dans la survie d'un retail. Autrement, si on fait comme tout le monde, on est comme tout le monde. Et la guerre, ça sera que le prix, ça sera le service. J'ai pas vu encore Sephora inventer d'autres choses, quoi. S'ils font du conseil, ils ont des boutiques virtuelles pour aider la personne à se projeter avec un maquillage. Ils sont indépendants là-dessus. Ils ont pas pris des briques. En fait, quand on regarde les autres, on a l'impression qu'on a la logique de la marketplace qui s'applique au physique. C'est ça. Et je pense que un peu en forme de conclusion de tout ça, c'est que vendre, c'est pas se faire acheter, c'est pas la même chose. Et donc on oublie l'impact du consommateur. Pourquoi des chaînes comme Aldi, Lidl, Action, cartonnent? Pourquoi Amazon, qui depuis tant d'années, son site n'a pas vraiment évolué? Pourquoi Et c'est cette réflexion que je mène au quotidien, parce que fermer des magasins, c'est fermer un écosystème local. Que la tech, c'est génial, si elle est prise à bon escient et si elle est vue de ce côté collectif en disant on se met tous autour, le patron de la finance. Chacun vient avec son analyse et faire travailler des écosystèmes latéraux. Je crois que les VMH le fait très bien à son niveau, ce besoin-là, mais à un moment, je vois pas où vous voudrez à venir en vendre des matelas chez Darty. En tout cas, moi, j'aimais bien la Fnac quand ils faisaient la culture et quand j'allais voir mon conseiller disquaire qui savait ce que j'aimais et qui me disait tiens, Fabrice, ça qui vient de sortir, c'est canon. Oui, mais peut-être que malheureusement, aujourd'hui, on consomme la culture comme une baguette de pain. Et du coup, on l'achète de la même manière, on n'a plus besoin de conseils, on a besoin d'aide. On nous la vend comme ça, mais celui qui fera la différence par rapport au full digital, ça sera celui qui sera reconnecté ça. Rien n'empêche cette natte d'attente de réexister aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. Pourquoi on paye des influenceurs alors que chaque vendeur peut être un influenceur? Il connaît le produit, s'il aime son produit, il saura le mettre en valeur, et il n'y a pas de bullshit, quoi. Après, il faut incentiver le vendeur pour qu'il puisse aussi avoir ce rôle-là. En fait, on oublie que les générations avancent et que c'est comme avant. Ouais, tout à fait. Donc il y a que l'aspect décorum et produit qui change, mais les acteurs ont changé, ils ont évolué. Voilà, c'est différent, mais le métier il est pratiquement le même. Donc si on prend le métier, on rajoute cette brique digitale. Chaque magasin, chez Cultura, je crois qu'il y a des vendeurs qui ont un peu maintenant ce rôle d'influenceurs sur la musique, sur des livres, des choses comme ça. La maison Nicolas, typiquement, un caviste, il devrait nous faire découvrir son vin, pas quand on passe devant une vitrine, à l'ère d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est marrant que tu prennes cet exemple parce que effectivement, nous, quand on l'a reçu il y a maintenant quelques temps, elle venait de quitter son poste chez Picard. Là, effectivement, depuis quelques mois, elle est en charge de l'enseigne Nicolas et j'ai l'impression, en tous les cas, qu'elle reprend un peu un certain nombre de codes là, que tu as évoqués aujourd'hui, et notamment cette retailisation du digital, cette reprise de souveraineté, parce que c'est vrai que Nicolas était une enseigne qui était un peu vieillissante, on va pas se mentir. Et là, je trouve que déjà en quelques mois, un vrai coup de jeune, et elle a utilisé justement les codes du digital pour venir dépoussiérer en quelque sorte cette enseigne. Oui, c'est un vache chantier, mais justement, il faut un déclic, et puis on est toute une équipe, etc. Et je dis, il n'y a pas de fatalité. Je reviens toujours sur mes 3 concepts, mais c'est que l'intelligence collective, prendre la tech non pas comme un graal en copiant ce que fait les autres parce qu'on pense qu'ils sont mieux que nous, en disant c'est quoi mon besoin, et je retailise mon business en fonction de ces outils digitaux, et vous en produisez ici, j'ai testé du hub retail. Donc tout ça, ça existe. C'est pas comme si on parlait dans le vent de trucs qui étaient impossibles, quoi. Moi, j'aime bien, j'ai 2 films d'anthologie qui sont Minority Report. J'invite tout le monde à regarder à quelle année c'était et on voit où on en est. On n'a pas beaucoup évolué dans le magasin à ce niveau-là. Et que les techs existent toutes. Tout à fait. Le deuxième film, c'est Her, sur l'agent vocal qui parle comme si un humain, on y est en plein dedans. Tout à fait. Donc ça, c'est la révolution qui arrive, pas dans 6 ans, elle arrive très 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 vite. Et j'ai l'impression que c'est un peu en train de changer. Si on prend l'IA comme un outil et non pas comme un budget qui va nous servir à faire valoir on fait de l'IA, qui est transverse, qui coupe ce niveau de silo, on se met tous autour de la table, l'IA, pour moi j'aurais besoin pour ça, et quel est l'impact si je le fais là, est-ce que ça t'impacte toi, etc. Il faut que ça serve le métier. Exactement. Et ça peut que servir, si on l'utilise bien. Et là, on revient aussi sur la souveraineté, parce que ça dépend comment on fait de l'IA aussi. Eh bien, je te propose qu'on termine sur cette conclusion-là. Et donc, je te remercie pour le temps que tu nous as consacré, pour le développement de tous ces concepts super intéressants. C'est moi qui te remercie, Laurent. Je le dis, tout ça, c'est humble. J'aurais peut-être plus beaucoup d'amis à la fin, mais il vaut mieux dire ce qu'on pense. Et puis, comme je dis souvent, moi, tout ce que je dis, je l'ai expérimenté. Et je pense que si on se remettait un peu en question, on a moyen de sauver ce commerce face à des Chines. On peut pas être qu'en réaction. Je te propose qu'on reste sur cette note positive, parce que j'en suis également convaincu. Je te remercie encore. C'est moi. Fabrice. À bientôt. Au revoir. Merci. Quant à nous, chers auditeurs et chères auditrices, je vous donne rendez-vous dès le mois prochain pour un nouvel épisode de Retail Squad.